Il est 22h40. La côte 13 est devant nous, à 200 mètres. L'ennemi est là, partout. Les barbelés peuvent nous mordre aux jambes à n'importe quelle minute. La mine que nous n'aurions pas détectée peut éclater sous nos pieds à toute seconde. 23h. Sur le dos, soudés l'un à l'autre, nous agrippons à quatre mains le premier fil. Poussés par les talons, aidés par les coudes sur les épaules, les yeux fixés sur les fils entrecroisés et épineux que nous empoignons à pleine main et cisaillons au-dessus de nos têtes, nous rampons lentement le long de la pente ascendante. Clac. Un fil trop bandé que nous ne tendions pas assez fort s'est détendu en claquant comme une branche cassée. Nous rentrons la tête dans les épaules, nuque posée sur la terre. Une rafale, 2 puis 3. Un cri. J'écrase ma main sur la bouche de Rouven. Une autre rafale. Rouven ferme ses dents sur ma paume, tandis qu'un coup de fouet au pied droit me crispe les muscles. Les balles me passent littéralement au ras du nez. Grâce au ciel, je suis à plat. Même mon 45 fillette à déguster. Nous sommes juste en face de la bouche de la mitrailleuse. À 20 mètres à peine. Nous sommes foutus. Sur ma droite, à ma hauteur, un de nos fusils mitrailleurs ouvre le feu sur les appels en arabe qui fusent devant moi. Brave Tabzi, il me sauve la vie. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis au poste 13, à quelques mètres seulement de l'endroit où s'est déroulée l'histoire que je viens de commencer à vous raconter. Cette histoire, je voudrais vous la raconter aujourd'hui. C'est la saga extraordinaire d'un homme presque inconnu, Tadé Diffre, dont j'avais entendu parler lorsque je suis arrivé à Nitsana par le biais du directeur. Il m'avait parlé de cet homme français, catholique, qui avait servi dans la Haganah et qui avait créé le commando français, qui avait entre autres attaqué et pris la colline sur laquelle je me tiens. Alors, pendant des années, j'ai cherché à découvrir qui était ce fameux Tadé Diffre. Et puis, je suis tombé sur ce livre, écrit par Tadé Diffre lui-même, qui aujourd'hui est quasiment introuvable, et qui raconte toute sa saga depuis le jour où il est arrivé, le 29 avril 1948, jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance. Aujourd'hui, donc, nous partons sur les traces de Tadé Diffre. Vous allez voir, ça en vaut vraiment le détour. L'histoire de Tadé Diffre, capitaine français avec Leclerc dans la 2e DB, c'est une histoire dans l'histoire. Celle d'un chrétien, catholique, qui en 1948 décide de s'enrôler dans la Haganah pour aller défendre l'État juif à naître. Un obscur héros venu combattre pendant 14 mois pour empêcher un deuxième génocide, puis qui s'en est retourné chez lui sans tambour ni trompette. Deux aspects de son histoire ont particulièrement attiré mon intérêt. D'abord, qu'il fut chrétien, l'un des rares volontaires étrangers non juifs à avoir combattu dans le Mahal. Cette unité est créée par Ben Gurion, dont le nom, acronyme de Minadve Chutz La'aretz, signifie volontaire de l'étranger. Cette unité compta au total 3500 volontaires venus de 43 pays, la plupart des juifs et pour quelques-uns d'entre eux, des non-juifs. 119 de ces volontaires ont payé de leur vie leur engagement aux côtés d'Israël, parmi eux 9 non-juifs, dont 4 femmes. Tadé fut l'un de ces volontaires chrétiens sionistes. Le deuxième sujet d'intérêt fut qu'il combattit dans le Negev et en particulier dans la région de Nitsana où nous habitons. Voici donc son histoire. Tadé Diffre est né le 24 octobre 1912 à Cambrai. Issu d'un milieu bourgeois, catholique, il entre à l'administration coloniale et s'embarque pour le Congo en 1936. Réformé définitif pour cause de santé, il ne participe pas à la guerre 39-40. Mais après avoir tenté de gagner Londres, il répond à l'appel du général de Gaulle dès l'été 1940 et contribue ainsi au ralliement de l'Afrique équatoriale française à la France libre. Engagé au sein du bataillon de marche numéro 1, il participe à la campagne de Syrie en 1941, au cours de laquelle il est blessé. Il sera d'ailleurs soigné à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Il participe avec la colonne Leclerc aux campagnes de Fezzan, de Tripolitaine et de Tunisie, durant lesquelles il est 3 fois cité.
il se porte volontaire pour le bataillon de choc au sein duquel il combat pour la libération du territoire national. Il finit la guerre avec le grade de capitaine. À la Libération, il retrouve des postes dans la haute fonction publique et il est notamment envoyé en mission aux États-Unis. En 1947, pourtant, il demande à être mis en disponibilité. Au début de l'année 1948, il comparaît devant le bureau de recrutement de la Haganah, quelque part en France. Je suis catholique et je vais me battre avec les Juifs. J'ai combattu pour De Gaulle sous le commandement du général Leclerc. Votre guerre est juste. Cette guerre me préoccupe en tant que soldat et je veux y participer. Passé ce premier cap, Thaddée est envoyé en tant que simple soldat dans une ferme de la région de Sathonay, près de Lyon, un camp d'entraînement clandestin de la Haganah pour la formation des recrues du Mahal. Après plusieurs semaines, Thaddée rejoint un autre camp dans la banlieue de Marseille où l'entraînement continue jusqu'au départ en Israël. Et c'est l'arrivée à Haïfa, le 29 avril 1948. Thaddée rejoint dans la foulée Tel Aviv, il est affecté au camp de Kiryat Meyer. Enregistrement, on me pose des tas de questions sur mon passé militaire, les raisons de ma venue en Palestine. Les cours suivis en France, par contre, n'intéressent personne. Je suis enrôlé comme soldat, avec le numéro matricule 177-97. L'après-midi, convocation chez le major Tionkin, qui s'occupe des renforts étrangers. Je lui expose mon désir de conserver mon anonymat, même dans l'armée. Tu t'appelleras Eitan, Teddy Eitan. Me voici baptisé, si on peut dire. Peu de temps après, Teddy donc est convoqué par le chef du Palmar, l'unité de choc de la Haganah. Le vieux s'appelle Yitzhak Sadeh, c'est le fondateur du Palmar. Teddy, tu dois aller au Palmar. Je vais te faire envoyer à Tel Litvinsky avec le bataillon 5 qui vient de recevoir des halftraks. Tu connais la question, tu leur apprendras à s'en servir. Je suis au bataillon 5, les halftraks aussi. Il y en a 10 en tout, frais arrivés d'Amérique pour l'ensemble du bataillon. Ce n'est pas très gras. Tout le monde les admire avec respect. J'ai du mal à faire l'instruction. Nous travaillons dur. Au bout de quelques semaines, Teddy est de nouveau convoqué par Yitzhak Sadeh. Il m'a annoncé que se souvenant de mon voyage Fort-Lamy-Tripoli-Tunis avec la colonne Leclerc, il avait pensé que je devais avoir une certaine expérience du désert et m'affectait en conséquence comme officier technicien dans un commando de jeep destiné à opérer dans le Negev des raids sur les arrières lointains de l'ennemi. Je suis fou de joie. Nous sommes déchaînés. Départ cette nuit à 0 heure. 14 jeeps de combat, portant chacune 3 hommes et 2 mitrailleuses. Dotation de combat complet, en vivres et en munitions, plus un commande-car. À 2 heures du matin, arrêt à Rehovot, nous avons fait que 30 km, pour recevoir les dernières informations et casser la croûte. 10 minutes après, départ. Nous quittons la route presque immédiatement. Cette fois-ci, c'est sérieux. Nous entrons dans le territoire occupé par l'ennemi. Tout feu éteint, collés les uns contre les autres, les mains glacées sur le volant, aveuglés, étouffés par une poussière fine, nous avançons lentement. Ainsi se succèdent les journées. Repos, ravitaillement, et la nuit les colonnes repartent à la recherche de l'adversaire, à la manière des SAS britanniques dans le désert nord-africain. Raids sur Gaza, autour des kibbutz, bref, le combat. Le 1er août 1948, Teddy Eitan est officiellement nommé commandant de l'armée de défense d'Israël. Il est alors chargé de la formation d'un nouveau bataillon, le 75, qui doit être formé essentiellement de Français et de Nord-Africains.
Mais l'expérience tourne au désastre. Indiscipline, désertion, bagarre, refus de combattre, etc. Teddy décide d'abandonner. Il récupère tout ce qui a de la valeur au sein du bataillon, constitue un commando dont il s'attribue le commandement. On appellera désormais cette unité le commando français. Teddy et ses hommes sont affectés à la brigade du Negev. Courant décembre, il est convoqué à un grand conseil de guerre au kibbutz Tseelim, dans le Negev occidental. L'état-major peaufine les plans de l'opération Chorev, qui doit être la plus importante de toute la guerre. Le plan prévoit de repousser les Égyptiens du Negev jusqu'au-delà de la frontière du Sinaï. Y participeront l'aviation, la 11e brigade, la 8e brigade et les commandos de Teddy. Le commando français devra prendre la ville de Beersheva, la tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Ce ne sera pas une petite affaire, car les photos aériennes révèlent l'existence d'un vaste fossé anti-char, épaulé par un système de tranchées et de blocos qui le ceinture entièrement. L'attaque est décidée pour le 21. Elle se fera de nuit. Il est 3 heures. Nous roulons en tête d'une immense colonne depuis près de 6 heures. Nuit noire, tiède. 3h40, nous sommes arrêtés depuis 4 minutes à l'abri d'un défilement. Rien ne se passe. L'ordre arrive. La culasse des armes que l'on charge claque dans toutes les voitures. Les hommes se secouent, la température monte, les moteurs tournent. Nous sommes partis. Devant nous, blanche dans le bleu sombre, Beersheva. Instantanément, 6 ou 8 armes automatiques ouvrent le feu sur nous. Teddy Eitan est le premier à pénétrer à l'intérieur de la cité biblique. Une terrible bataille s'engage. D'abord, passer le fossé. Doubler le cimetière. Ensuite, remonter vers le poste de police et la mosquée. Des tirs proviennent de partout dans les rues. Le commando était attendu. Alors voilà, ça c'est le fameux cimetière où les hommes de Tadé ont été bloqués pendant quelques temps. Alors il y a un groupe de commandos qui est arrivé par le cimetière, donc par un peu plus bas qu'ici, et qui remontait vers le poste de police et vers la mosquée qui est plus haut, tandis qu'un autre groupe attaquait par la gare qui est tout à fait à l'opposé de la vieille ville. Et donc les différents groupes devaient se retrouver autour du poste de police. Alors il y a eu un peu confusion à un moment, c'est pour ça qu'il y a eu une période très critique au petit matin notamment, lorsqu'il n'y avait plus de communication entre les différents groupes. Et finalement la fin de la bataille a eu lieu autour du poste de police et vers la mosquée là-bas. Pourtant, à 8h15, la ville tombe entre les mains du commando français. Les Égyptiens se rendent. En moins de 10 minutes, tous les pontes sont là. Yitzhak Sadeh m'embrasse, tout le monde se congratule. Une masse d'infanterie enfin rapplique. Des blindés, des camions, tout ce que nous attendions vainement depuis 3 heures. Alors que les bataillons d'infanterie viennent occuper les lieux, les commandos, eux, se sont déjà envolés. Une autre bataille, plus terrible encore, les attend. La prise du poste 13. Convoqué à l'état-major, Teddy reçoit ses ordres. La brigade du Negev doit foncer vers le sud, repousser l'armée égyptienne dans le Sinaï. Le prochain objectif est le village de Nitzana, sur la frontière. Cependant, un certain nombre de points fortifiés bloquent la route du sud. « 24 décembre, Teddy rejoint Yitzhak Sadeh au kibbutz Revivim.
L'ennemi est à 8 km de l'autre côté d'une large bande rectiligne de sable mouvementé. Voilà au poste 13 où le commando français a livré peut-être son combat le plus difficile de toute la guerre. Alors évidemment, si Thaddée revenait aujourd'hui, il y aurait beaucoup de changements. Autrefois c'était un désert à perte de vue. C'est toujours un désert, mais il y a beaucoup de choses qui se sont construites dans la région, en tout cas autour depuis. Le 24 décembre 1948 au soir, Teddy Eitan et son commando sont au kibbutz de Revivim, à une dizaine de kilomètres d'ici. L'attaque est prévue pour la nuit du 25. La mission consiste à prendre un certain nombre de positions fortifiées, dont celle sur laquelle je me tiens, et qui sont destinées à protéger l'accès jusqu'à Nitzana, et notamment à protéger la route qui est en contrebas, non pas la deuxième, mais la première. La deuxième a été construite il n'y a pas longtemps, la première est ce qu'on appelle la route turque. Alors certains ont certainement reconnu derrière moi la tour de la station électrique solaire qui a été construite il y a à peu près 2 ans. Alors, évidemment le commando n'agit pas seul. Il y a 2 autres unités qui vont attaquer avec lui en partant aussi de Revivim. La première unité, celle de Brent, doit prendre le poste 16 qui se trouve à peu près à 3 km au-delà de la ligne de chemin de fer. Au même moment, une deuxième unité mécanisée, cette fois-ci, doit doubler le mamelon par le sud et venir immédiatement se porter au secours des commandos français qui, durant la nuit, auront attaqué non seulement le poste 13, mais également les différents postes qui sont le long de cette route-là. La bataille s'engage et au bout de quelques dizaines de minutes, les effectifs de Teddy ont déjà fondu. Plusieurs de ces hommes sont déjà tués et d'autres sont blessés. Il est 23h17, l'objectif est conquis. Dans mon secteur, quelques blessés par les premières rafales. Dove signale notre succès et nos pertes à l'état-major pendant que nous nous organisons en défensive. Les positions changeront 4 fois de main pendant la nuit au gré des attaques et des contre-attaques. Tandis que les hommes du commando se réorganisent en vue d'une contre-attaque égyptienne, Teddy raconte dans ses mémoires une étrange anecdote. La route passe au pied de la position, direction sud. De l'autre côté, le début d'un massif montagneux qui résonne de cris et d'appels gutturaux. C'est curieux, on ne dirait pas de l'arabe. Le petit jour se lève. Il nous permet d'apercevoir nos adversaires. 150 noirs soudanais, baïonnettes au canon, encadrés par des officiers et des sous-officiers de langue allemande dont nous entendons distinctement les ordres. Voilà donc l'explication d'une ardeur combative à laquelle l'armée égyptienne ne nous avait pas habitués. Nous avons donc affaire à des Soudanais que l'obscurité n'intimide pas plus que la mort, à des Polonais déserteurs de l'armée Anders, à des Allemands probablement relâchés des camps de prisonniers où croupit l'ex-Afrika Korps de Rommel, dont les qualités militaires étaient bien connues. Alors c'est ici que s'est passé un des épisodes les plus dramatiques de cette bataille. Le poste 13 est là-bas derrière moi à environ un petit peu moins d'1 kilomètre. Au cours des combats, dans la nuit, les Israéliens ont emmené un certain nombre de leurs blessés hors de la zone des combats pour les amener ici, donc à côté de la voie de chemin de fer. Sous cette voie de chemin de fer a été construit une sorte de petit pont pour pouvoir laisser passer l'eau. Les hommes du commando ont déposé leurs blessés ici avec un drapeau de la Croix-Rouge en vue de pouvoir les récupérer après les combats. Au petit matin, lorsqu'ils sont revenus pour récupérer leurs camarades, ils les ont trouvés tous massacrés et abominablement mutilés par les soldats égyptiens qu'ils avaient trouvés au cours de la nuit.
Évidemment, c'était un choc épouvantable et certains des hommes du commando ont cherché à se venger le lendemain en lançant des grenades dans la cour du bâtiment de la police à Beersheba où étaient gardés les prisonniers égyptiens et notamment ceux qui s'étaient rendus ici au poste 13. Mais la route de Nitzana est ouverte. Le 28 décembre 1948, le village de Nitzana tombe également entre les mains de la brigade du Negev. Cette opération marque quasiment la fin de la guerre d'indépendance. Quelques semaines plus tard, le commando français est dissous, Thaddée est démobilisé et en mars 1948, il rentre définitivement en France. Il mourra accidentellement sur la route le 30 décembre 1971. Mais il faudra encore plus de 40 ans pour que l'action de ce nom tombé dans l'anonymat puisse être reconnue à sa juste valeur.